rendu co tu peux partager Ouais, l'écran? ouais, exactement. On est tous très contents de se retrouver avec Eliezer Charodotsky grâce à Midreshet Yehuda Manitou. Et tu veux nous parler d'un sujet, les ONG qui sont financées par des organisations étrangères, des Chavod. Ouais, c'est un sujet, enfin bon, je l'ai appelé les ONG au service de l'étranger ou la souveraineté en suspens. Et je ne sais pas si c'est un très bon sujet pour parler presque la veille de Yom Yerushalayim. Mais d'un autre côté, c'est un peu l'envers d'une vision prophétique où l'Occident et l'Orient, l'Europe et l'Arabia, comme on pourrait dire, la croix et le croissant, s'allient pour ravir à Israël de nouveaux souverains sur sa terre, pour lui ravir Jérusalem et les fruits de sa renaissance. Donc on voit que c'est la partie un peu inversée de la médaille de la Géoula que le monde, en tout cas le monde qui a peur de cette Géoula, se mobilise pour essayer d'entraver notre retour et voir la manière dont il s'investit dans cette affaire. C'est premier abord, ça peut être décourageant, mais lorsqu'on prend son souffle, eh bien, et qu'on comprend qu'il y a des choses, qu'il y a quoi faire, et que c'est que cette que c'est une attitude qui est symptomatique de ce que nous disent les psaumes, Lama rakshu goïm, veleumim yegurik. Oui, pourquoi est-ce que les peuples, eh bien, euh, s'excitent, etc., etc. Et, mais quand même, c'est une image qui, même si, encore une fois, je le répète, au premier abord, elle va être très difficile à encaisser, mais c'est très important à le voir et pas seulement pour en être conscient, mais pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire contre ça et où on se trouve dans notre processus de retour et de délivrance. Je voudrais commencer par quelques chiffres que je voudrais vous montrer. D'ailleurs, ce que je vous dis, c'est basé très essentiellement sur un livre qui est paru très dernièrement, qui a été écrit par Matan Peleg, qui s'appelle Medina le Mechira. Une lecture, je vous le dis, pour le 9 Av. Mais pour préparer le cours, j'ai lu le livre Medina le Mechira, un pays à vendre. Matan Peleg, c'est le directeur du mouvement Im Tirtzu et qui a fait cette recherche pendant des années. Et puis, il y a un livre qui est sorti très récemment, il y a, je crois, moins d'une année, et qui relate de manière très, comment dire, très précise tout ce qui se passe. Et alors, regardez les chiffres. Ça, c'est la première page du livre, presque la première page, où vous avez les subventions. Bon, tout d'abord, regardez le gros du chiffre. C'est presque 1 milliard de shekels. 900 millions de shekels. 900 millions de shekels qui ont été donnés par des pays, c'est-à-dire des ministères de pays, que ce soit l'Italie, l'Irlande, les États-Unis, la Belgique, la Grande-Bretagne, essentiellement l'Allemagne, beaucoup la Hollande, beaucoup la Suisse, la France, etc., donc qui sont responsables de 27,5% de tout ce budget énorme qui va, il faut le dire, à environ 70 organisations non gouvernementales qui agissent en Israël et qui représentent la frange extrême antisioniste de la société, c'est-à-dire qui représente moins de 2%
de la société israélienne, beaucoup moins de 2% de la société israélienne. Il y en a une minorité dans la minorité, mais qui jouit d'une subvention de près d'1 milliard de shekels sur une durée de 10 ans. C'est-à-dire, c'est une recherche qui a été menée sur les subventions qui auront été faites de 2012 à 2021 et qui ont été corroborées par le Centre de recherche et d'information de la Knesset. Et voilà, donc là, vous voyez, 27%, c'est les gouvernements, différents gouvernements, essentiellement européens, aussi les États-Unis, mais c'est surtout l'Europe. Ensuite, il y a en bas, il y a 24%, c'est des organisations internationales, c'est l'ONU, c'est l'Union européenne, c'est la Banque mondiale, essentiellement, la Croix-Rouge. C'est 2%, 2,5%, mais véritablement c'est plus. Pourquoi? Parce que ça, c'est quelque chose d'assez unique. C'est des fonds spéciaux, des fondations qui sont affiliées au parti allemand. Ça n'existe qu'en Allemagne, où les partis ont des fondations qui leur permettent de subvenir à des millions de dollars à différents organismes au travers le monde. Et bien, voilà, eux aussi, au minimum 24 millions de 24 millions de shekels. Maintenant, des organisations diplomatiques, Autriche, Irlande, etc., c'est-à-dire des missions diplomatiques, les ambassades, les organisations des églises, c'est pas mal, c'est 150 millions de shekels quand même. Et puis, des fondations et des organisations qui sont définies comme, par la loi israélienne, comme des représentants d'intérêts étrangers, d'intérêts extérieurs. Maintenant, il faut signaler une chose, qu'il s'agit de 900 millions de shekels, sans compter toutes les subventions qui viennent du public et qui viennent du privé. Etc. C'est-à-dire, par exemple, la Keren l'Israël Achadasha, The New Israel Fund, la fondation pour un nouvel Israël, qui, elle aussi, mobilise des centaines et des centaines de millions de dollars, eh bien, elle n'est pas prise en compte ici. Pas du tout. Toutes les autres, la fondation de Soros pour une société ouverte n'est pas prise en compte ici, etc., etc. C'est pour ça qu'en fait, comment dire, ces subventions, eh bien, elles représentent entre 30 et 50% des subventions de ces organisations. Alors maintenant, regardons qui sont ces organisations. Par exemple, le B'Tselem, on va en parler, a reçu 63 millions de shekels. Comet Me, on va en parler, 55 millions. Le centre Shimon Peres pour la paix, 53 millions. Yesh Din, 50 millions. À Moked Laganat Prat, on va en parler, 50 millions. Et qui sont les essentiels donateurs? On va le voir, c'est avant tout l'État qui a le plus contribué, eh bien, c'est l'Allemagne, qui a contribué encore plus que toute l'Union européenne, 154 millions de shekels. Ensuite, c'est l'Union européenne avec 152. Ensuite, les États-Unis, déjà très loin avec 61. L'ONU, 59. La Hollande, 58. La Suisse, 52. La Norvège, 50. Donc là, juste pour donner un ordre de grandeur, environ 100 millions de shekels par an pour à peine 70 organisations
non gouvernementales qui font de leur mieux pour saper la souveraineté israélienne dans le domaine de la sécurité, dans le domaine de la lutte contre l'immigration illégale, dans le domaine des consignes d'ouverture de feu, dans le domaine de l'éducation. Qu'est-ce qui va être enseigné et qu'est-ce qui ne va pas être enseigné à nos enfants dans le domaine de la délégitimation d'Israël au niveau intérieur et au niveau international, de la délégitimation et de la lutte contre la présence juive en Judée-Samarie, contre la présence juive dans le Negev, contre la présence juive à Jérusalem. Par exemple, juste pour donner un exemple, vous vous rappelez, il y a un an, il y avait une campagne monstre, Alimut Amit Nachalim, la violence des colons. C'était une campagne qui était menée par la ONG Shobrim Shtika, Breaking the Silence, casser le silence, et qui était financée par l'Union européenne à raison de 1 million de shekels. 1 million de shekels, c'est-à-dire de diffamation contre un demi-million, même plus, d'habitants juifs d'Eretz Israël. Maintenant, on pourrait dire, qu'est-ce que ça fait? On a vu maintenant le budget national qui va être voté, des centaines de milliards de shekels, 1 milliard de shekels sur 10 ans, quelle différence ça fait? Et en somme, il ne faut pas exagérer, employer des superlatifs. Et c'est pour ça que je pense qu'il est temps de donner quelques exemples concrets de leur activité. Premier exemple de l'ordre de comment dire l'effort de lier les mains de Tzal dans sa lutte contre le terrorisme. Je ne sais pas si vous connaissez cette personne. Est-ce que vous reconnaissez cette femme et son fils? Le fils s'appelle Dani Gonen, Hashem Yikom Damo, et ça c'est sa mère, Dvorah Gonen. Et ils habitent Lod. Il y a environ 8 ans, 2015, Dani, avec son ami un vendredi, vont dans une source près de Dolev, une source d'eau fraîche, pour plonger, pour un peu pour se mouiller un peu. Ils voient que là-bas, il y a pas mal d'Arabes, donc ils pensent que, en fait, on va pas descendre vers la source. Et sur la route, il y a un Arabe qui les arrête, qui leur demande de l'aide et qui leur parle dans un hébreu avec un très fort accent. Quand il a bien vérifié qu'il s'agissait de Juifs, eh bien, il prend son arme, et puis il les tire à bout portant, il tue Dani Gonen. Dani Gonen est grièvement blessé, son ami est aussi sérieusement blessé. Ils arrivent quand même à s'échapper. Ensuite, Dani meurt de ses blessures. Et puis, on se retrouve quelques années plus tard où, à l'audience du tribunal, la haute cour de justice, où il s'agit de quoi? Où des organisations non gouvernementales font appel
contre la décision de l'armée de détruire la maison du terroriste. Maintenant, Dvorah Gonen a appris complètement par hasard qu'il y a cette audience. Elle prend un taxi, elle va à Jérusalem, et puis elle se trouve seule contre toute une compagnie de 6 avocats qui représentent l'assassin et sa famille gratuitement. Qu'est-ce que ça veut dire gratuitement? C'est gratuit pour l'assassin et sa famille. Eux, ils reçoivent des dizaines de millions de shekels de l'Union européenne, de l'Allemagne, etc., pour entraver la politique de Tzal dans sa lutte contre le terrorisme. Tzal qui veut détruire la maison, et on lui dit, bah, écoutez, c'est pas humain. C'est pas humain. Arrive là-bas Dvorah Gonen, et puis tout d'un coup, c'est-à-dire c'est une mère Shkula, une mère qui a perdu son fils. Elle se retrouve là-bas et elle se trouve sur le banc des accusés. Comment est-ce que vous pouvez soutenir une mesure tellement inhumaine que détruire la maison du terroriste? Mais il y a sa famille là-bas, il y a ses parents là-bas, il y a sa femme là-bas, il y a ses enfants là-bas. C'est pas humain. Peu importe que le lendemain du meurtre, eh bien, ils étaient très fiers de leur fils, qu'ils aient distribué des bonbons aux passants et que c'est l'éducation que l'assassin a reçue à la maison. Ça n'intéresse personne. Lorsqu'elle s'adresse à l'avocat, l'un des avocats de l'assassin, Geveret Lea Tzemel, eh bien l'autre lui répond sans se gêner, mais qu'est-ce que votre fils est allé chercher dans les territoires occupés? Maintenant, et depuis, Dvorah Gonen, eh bien, c'est devenu véritablement une voix, la première voix, VOIX, des familles touchées par le terrorisme, qui s'est levée contre l'ingérence étrangère dans la lutte israélienne contre le terrorisme. Parce qu'il faut savoir que vous voyez des interviews comme de Eisenkot, de Gaba Eisenkot, quand il était chef d'état-major, ou d'Yitzhak Ilan, qui était le vice-chef, le député-chef du Shabak, Yitzhak Ilan, Zichrono Livrara, qui disent que l'un des moyens des plus dissuasifs contre le terrorisme, c'est la destruction de maisons. Il y a des cas innombrables de parents ou de proches qui ont appelé la police ou l'armée pour leur dire, écoutez, mon fils, mon cousin, eh bien, il est allé commettre un acte terroriste, arrêtez-le. Pourquoi est-ce qu'ils ont fait ça? Parce qu'ils ne voulaient pas que leur maison soit détruite. Pas par philosémitisme, pas par amour des Juifs, ils ne voulaient pas que leur maison soit détruite. C'est-à-dire, ce n'est pas que c'est une hypothèse de Tzahal que peut-être destruction des maisons, ça dissuade. Non, il y a des preuves. Il y a des preuves multiples que ça dissuade. Mais le Moked le Haganat Aprat, on l'a vu, il a reçu exactement 50 millions de shekels sur 10 ans. Pour ça, le Moked le Haganat Aprat a transformé toutes les audiences où est discutée la destruction de maisons appartenant à des terroristes, a transformé en un forum d'accusation du caractère inhumain de Tzahal, etc. Et voilà. Donc, c'est un exemple de ce qu'on appelle la guerre judiciaire, le Judy Fear.
milchama mishpatit, ken. Judifère, c'est faire usage de la loi, abuser de la loi et de la haute cour de justice pour atteindre des buts militaires. C'est très intéressant parce que vous vous rappelez certainement de l'interview de Aaron Barak à Ido Kuban, où lorsque le journaliste, lorsqu'il lui a demandé, mais attendez, mais quel est l'impact de la haute cour de justice vis-à-vis du droit international, etc., etc. Et Aaron Barak lui a répondu que la haute cour de justice c'est כיפת ברזל נגד המשפט הבינלאומי, נגד ההאג. Que c'est une coupole de fer, véritablement, contre la haie. Eh bien, lorsqu'on voit cette affaire, et ça c'est juste un exemple, eh bien, on voit comme cette affirmation, c'est pas qu'elle frôle le ridicule, elle l'a dépassé de loin. Pourquoi? Parce que le Bagat, c'est pas que c'est pas une coupole contre une ingérence étrangère, c'est le tapis rouge. C'est le tapis rouge pour l'ingérence étrangère quand il donne voix et quand il donne juste cause dans une énorme partie des cas à ces ONG financées par l'Allemagne, la Suisse, la Norvège, l'Union européenne, la France, etc., etc. Maintenant, je termine sur ce sujet, mais juste pour dire que Tzahal, à force d'avoir affaire à ces jugements et à ces audiences, eh bien, il a, comme on dit en psychologie, il a commencé à souffrir d'impuissance acquise. Poseronim nirkash. C'est où il se contrôle, où il se limite lui-même, et sauf dans des cas vraiment des cas rares où il essaye lui-même de limiter au plus la démolition d'immeubles de terroristes, tout au plus peut-être juste fermer ou démolir une chambre ou deux chambres ou un palier, etc. C'est-à-dire c'est quelque chose, ça frise le ridicule. Voilà, mais quand même, Dvorah Gonen, depuis elle est très active, elle a aussi fondé un forum qui s'appelle Bocharim Bachaim et qui lie des familles qui ont été victimes du terrorisme et qui essaye de raviver l'opinion nationale face à la menace de cette ingérence étrangère et de cette qui met en danger, qui met en danger, plus qui met en danger, qui est une menace de l'intérieur pour la vie des Juifs, pour la vie des Juifs. Maintenant, autre ingérence, mais du même ordre, c'est par exemple lorsque le ministre de l'Intérieur essaye de priver de la citoyenneté israélienne la famille du terroriste arabe qui, il y a quelques années, a écrasé de son camion 4 officiers de Tzahal à Jérusalem sur la promenade de Armon HaNatziv. De Armon HaNatziv, eh bien, il y a là-bas, il y a eu énormément de blessés, des soldats, des officiers qui sont commencé à sortir du bus, et puis il a fait accélérer son camion Mercedes pour les écraser. Il a été liquidé pour dissuader les autres. Eh bien, le ministre de l'Intérieur voulait priver sa famille, qui était totalement en accord avec le terroriste, de la citoyenneté israélienne. Encore une fois, les NGO sont intervenus, la Haute Cour de justice leur a donné raison, aucun
acolytes de terroristes arabes qui jouissent de la nationalité israélienne n'en ont été privés. Dernier exemple, lorsque des terroristes sont abattus, eh bien, ils sont enterrés dans des cimetières spéciaux en Israël. Mais, Baruch Hashem, entre guillemets, il y a l'organisation Adallah d'Arabes israéliens qui a été fondée par Hassan Jabarin. Hassan Jabarin qui a été formé par la Keren l'Israël Hadasha, la fondation pour un nouvel Israël, eh bien, qui a fait appel à la Haute Cour de justice pour que les corps soient rendus à la famille et pour qu'ils puissent être enterrés avec feu d'artifice, avec distribution de baklawa, etc., etc. Et là, je voudrais juste lire la lettre de la mère d'un des officiers, d'une fille qui a péri, qui est dans cet acte terroriste. La mère s'appelle Merav Khadjadj. Et c'est comme ça qu'elle écrit à Geveret Esther Chayut. Esther Chayut, Ani kotevet elaich ke'ima le'ima. Je t'écris comme une mère à une mère. עכשיו אנחנו עומדים לפני החלטת בג"ץ לגבי החזרת גופת המחבל. On est à la veille de la décision de la Haute Cour de justice sur la reddition du corps du terroriste. ואני שואלת אותך, et je veux te poser la question, בא המחבל הזה ורוצח 4 ילדים. Vient ce terroriste et assassine 4 enfants. קצינים לתפארת. Des officiers magnifiques. האם צריך לתת לאמא שגידלה ילד לשנאה? Est-ce qu'il faut accorder à une mère qui a éduqué son fils dans la haine, les rois et les retzer, dans la haine, le mal et le meurtre, Makom Kvura Livna Mechabel, est-ce qu'il faut lui offrir un lieu de sépulture pour son fils assassin? האם צריך לתת להם אפשרות למצעד ניצחון? Est-ce qu'il faut leur donner la possibilité de faire une marche triomphale, les zikukim et le chalukat sukariot, des feux d'artifice et distribuer des bonbons, les asata proa meodedet et amechabel abba, la asata, c'est-à-dire une incitation au meurtre qui va encourager le prochain terroriste. בשעה שאני, שגידלתי את שיר רק לטוב, יושבת ומבכה את ביתי הבכורה, alors que moi, qui a éduqué Shir, le nom de sa fille, dans le bien et pour le bien, suis assise et pleure, ma fille est née. Pas de réponse. Pas de réponse. Ça, c'est un exemple. C'est un exemple. Qu'est-ce qu'on peut faire avec 50 millions de shekels sur 10 ans? Juste une organisation. Maintenant, on continue. La lutte contre la Ityashvut juive, contre les localités, les communautés juives en Judée, Samarie, Binyamin. Elle se fait sur 3 fronts. C'est très intéressant, il faut le comprendre parce que, pourquoi c'est intéressant? Parce que nous, on voit uniquement l'écume. On lit ce qui a écrit sur Ynet, on lit ce qui est écrit, je ne sais pas, ce qui paraît dans Arutz 14, Arutz 12. On lit juste que, maintenant, ils ont la décision de la Haute Cour de justice, il faut démolir Netiva Avot parce que c'est illégal. Ok, top. C'est la seule chose qu'on sait. C'est la seule chose qu'on fait. Et puis ensuite, on nous montre des familles qui essayent de lutter, qui pleurent, qui hein. On voit l'écume, on voit les émotions, on ne voit pas la stratégie qui se cache derrière.
On ne voit pas l'argent qui se cache derrière. On ne voit pas les organisations qui se cachent derrière. On ne voit pas la volonté farouche de l'Europe chrétienne et du monde arabe musulman, dans sa grande partie, de faire échouer encore un yishuv, encore une tentative de revenir sur sa terre. On ne voit pas tout ça. Et c'est pour ça que ce livre, il est très important. Pourquoi? Parce qu'il nous montre les mouvements souterrains, les vases communicatifs entre Bruxelles, Ramallah, des organisations en Israël même, New York, l'ONU, etc., etc. Comment ils font front commun pour essayer de saboter la présence juive sur nos terres ancestrales. Et là, il faut voir qu'ils agissent sur 3 fronts. Le front de la propagande, le front juridique, et sur le terrain, par l'occupation des terres de Judée-Samarie par les Arabes. On commence par le troisième, c'est le plus connu. Exemple et symbole symptomatique, c'est Khan el-Ahmar. Vous le connaissez tous, chaque fois que vous descendez vers la mer Morte, vous l'avez sur votre gauche, un petit bidonville de à peine 150 personnes, bédouins, venus du Negev, qui se sont installés contre la loi et pas seulement contre la loi, mais de manière tout à fait, qui ont piraté cette terre juste à côté de la route numéro 1, une route très centrale en Israël. Le premier ordre de démolition a été donné en 2009 par les tribunaux israéliens qui, on le sait, sont loin d'être pour l'établissement juif en Judée, Samarie et Binyamin. Là-bas, c'est en Binyamin. Okay? Et depuis, ça dure. Et depuis, voilà 15 ans que ça dure. Maintenant, il faut savoir que Khan el-Ahmar, ce n'est pas seulement un point symbolique, c'est aussi un point stratégique. Lorsque vous ouvrez la carte, eh bien, vous voyez qu'il se trouve au centre du triangle Ramallah, Bethléem, Jéricho. Et qu'en gros, c'est le cœur qui peut faire le lien et qui peut entraver le développement juif et l'établissement juif dans la région, et en parallèle, essayer de faire le lien entre les 3 grandes métropoles arabes dans la région. Et comme l'a dit le président de B'Tselem, il dit que Khan el-Ahmar, c'est quelque chose, ça peut servir de précédent. Si dans l'un ou dans l'autre sens, si finalement, Bezrat Hashem, il est démoli, ou il est relogé dans un autre endroit, comme ça a été proposé des dizaines de fois à ses habitants, eh bien, c'est un précédent comme quoi on peut faire bouger un mahaz ou une localité, une implantation arabe illégale en Judée-Samarie. Et s'il n'est pas démoli, eh bien, ça doit faire école. Et ça fait déjà école depuis 2009 avec le programme de Salam Fayyad, on le sait. Eh bien, l'autorité palestinienne a pris possession de 25% des terres de la zone C. Ezor C de Judée-Samarie, c'est-à-dire c'est l'essentiel des terres de Judée-Samarie qui sont sous autorité de Tsahal, eh bien, c'est déjà 25% qui ont été piratés, qui ont été séquestrés avec l'aide de centaines de millions de dollars de subventions européennes essentiellement. À ce sujet, il y a eu un reportage très très fort
de Ad Khan, de Gilad Ach, qui a révélé tout ça, qui a pénétré les ministères palestiniens et enfin, de l'autorité palestinienne, où il se vantait d'avoir des centaines de millions de dollars qu'il recevait de l'Union européenne, etc. Maintenant, là, une autre organisation qui soutient cette expansion arabe sur des terres israéliennes, c'est l'organisation israélienne, le ONG Comet Me, qui a reçu une subvention de 555 millions de shekels et qui soutiennent 110 implantations illégales arabes. Il faut savoir qu'il y a 110 implantations et qu'il y a environ 100 000 maisons ou autres yechidot diur, unités de logement qui ont été construites par les Arabes ces dernières 15 ans sur les territoires C. Imaginez ce que c'est. Eh bien, c'est soutenu de tous les côtés, comme du côté arabe et comme du côté des ONG israéliennes, par les gouvernements étrangers. Ça, c'est le premier front, le front sur le terrain. Deuxième front, c'est le front de la délégitimation d'Israël. Et ça, celui qui prend en charge, c'est l'organisation B'Tselem. Vous le connaissez, ils agissent toute voile dehors pour délégitimer Israël en tant qu'État apartheid. Et ils accusent Israël de crimes de guerre. Son directeur, Haggai Elad, a témoigné devant le Conseil de sécurité de l'ONU et devant le Sénat français il y a environ 7-8 ans, en disant que Israël, c'est un État, comment dire, criminel et toutes les bonnes choses. Maintenant, il n'est pas seul. B'Tselem, dans cela, il n'est pas seul. Il est accompagné par Shovrim Shtika. J'ai déjà cité la campagne de violence des colons, Alimut Mitnachalim, et lancée il y a un an environ. C'était phénoménal, c'est-à-dire imaginer qu'on parle de Alimut à Chilonim ou Alimut à Tel Avivim ou Alimut à Aravim, etc., etc. Ça aurait été immédiatement traité comme racisme, etc., etc., mais contre les citoyens juifs de Judée-Samarie, c'est du tout permis. Et on peut dire, bah, attendez, peut-être qu'ils ont raison, peut-être qu'il y a des violences. Et c'est pour ça qu'il faut donner quand même quelques chiffres. Pour donner un exemple, en 2021, lorsqu'on parle de violence en Judée-Samarie, eh bien, il y a effectivement 6633 cas de violence d'Arabes contre Juifs, avec des attentats, avec des tirs, avec des cocktails Molotov, avec des pierres. Et puis, il y a quelques centaines de cas de violence de Juifs contre les Arabes. Mais qu'est-ce que c'est les violences de Juifs contre les Arabes? Eh bien, c'est surtout des graffitis. Oui, comparez ça avec des jets de pierre, avec des coups de feu, etc., etc. Tout devient relatif. Et lorsqu'on parle de nombre, eh bien, c'est 6633 contre quelques centaines. Tout devient assez clair. Ça, c'est le deuxième front de délégitimation. Et lui aussi, c'est un front qui marche. C'est un front qui porte ses fruits. Pourquoi? Parce que même à la Knesset, dans la commission de sécurité et des affaires étrangères, Ram Ben Barak convoque une audience qui parle de Alimut Mitnachalim. Benny Gantz organise un congrès à ce sujet. L'ex-ministre de la police, comment il s'appelait, je ne me rappelle plus, parle de la violence des Mitnachalim lorsque arrive ici le vice-secrétaire américain aux affaires étrangères. Donc, c'est une campagne qui arrive à laver le cerveau à une grande partie
ne serait-ce même de l'élite politique israélienne. Vous n'en avez pas assez? Vous avez encore de la force? Vous avez encore des... Ça va? Vous êtes sûr? Vous allez me tuer? Ken. Absolument. Ken? Alors, je vous donne encore quelques Miratel. exemples, mais je vous dis, là, on a Miratel. touché à peine 10% du livre. Hein. C'est à Ouais, peine ouais. 10%, 15% du livre que je vous ai résumé. C'est à peine 2 chapitres, 1 chapitre et demi sur 9 chapitres qu'il y a dans le livre. C'est maintenant, autre chose. Il y a encore une chose. Guerre juridique. Guerre juridique contre la présence juive en Judée-Samarie. Vous vous rappelez des noms tels que Amona, près de Ophra, le quartier Givata Ulpena de Bethel, Migron, Maale Rechavam, Givat Asaf, Netiv Avot, des quartiers entiers qui ont été démolis, des dizaines de juifs qui ont été mis à la porte. Eh bien, c'était dû aux campagnes lancées essentiellement par 2 organisations, Shalom Arshav d'un côté et Yesh Din de l'autre. C'est-à-dire, ils ont véritablement réussi à faire avec des quartiers entiers ce que, voilà, déjà 15 ans, on n'arrive pas à faire avec Khan el-Ahmar. Maintenant, ils ne se sont pas arrêtés là. Vous vous rappelez, il y a 5 ans, 6 ans, il y avait le Chok Asdara qui a passé à la Knesset. C'est une loi qui a déjà passé à la Knesset, qui a été votée. La loi sur la régularisation de près de 2000 maisons juives construites en Judée-Samarie et qui avaient l'aval du gouvernement et du ministère de la Construction, qui ont eu l'aval du ministre de la Défense. Et après, eh bien, il s'est avéré qu'il y a des personnes qui ont dit hey, vous savez, c'est une terre que mon père a travaillé autre temps. Alors, ce qu'on a dit, écoutez, ce que dit la loi, pas de problème. Si vous arrivez à prouver que cette terre vous appartenait, étant donné qu'elle a été achetée, on s'est établi dessus de bonne foi, eh bien, on va vous compenser à raison de 125% de sa valeur, de la valeur commerciale de cette terre. Mais ça n'a pas suffi. Pourquoi? Parce que ce n'est pas la compensation qu'ils cherchent. Vous vous rappelez la Geveret Mogherini, le ministre des Affaires étrangères de l'Europe italienne, c'était la mobilisation générale au sein de l'Union européenne. Il y avait des rencontres qui ont été annulées avec des ministres israéliens. 13 organisations non gouvernementales se sont unies pour faire appel à la Haute Cour de justice contre cette loi. Et vous serez étonnés, vous serez stupéfaits, mais que croyez-vous a décidé la Haute Cour de justice? Vous avez raison. D'abord de geler et ensuite d'annuler le Chok HaAsdara, d'annuler la loi de régularisation de dizaines de communautés juives tout le long de la Judée et de la Samarie. Je voulais encore vous parler de Shovrim Shtika et des tours guidés qu'ils organisent pour les étrangers et pour les parlementaires européens et américains à Hebron, où ils font une désinformation monstre contre les soldats de Tzahal. Ils les accusent jusqu'à envenimer et empoisonner des puits d'Arabes de Hebron, c'est-à-dire ça va presque aux accusations de meurtre rituel et qui sont très écoutées par pas seulement la presse,
mais aussi par les représentants internationaux. Rappelez-vous de la visite de Sigmar Gabriel, il y a quelques années, qui était ministre aux Affaires étrangères de l'Allemagne, député chancelier de Angela Merkel, qui a préféré renoncer à rencontrer Benjamin Netanyahu et plutôt rencontrer les représentants de Shovrim Shtika et de B'Tselem. Pour voir leur influence au niveau international. Mais il y a une chose très intéressante qui doit être dite, c'est qu'ils n'agissent pas seulement pour dire, bon, il y a un problème, le problème palestinien, il faut le traiter. Donc, ils font ingérence au niveau du problème palestinien. Non, ce n'est pas seulement ça. Il y a une organisation qui est financée essentiellement par la fondation Rosa Luxemburg du parti allemand d'extrême gauche, Die Linke, la gauche. Rosa Luxemburg, oui, cette juive traître à son peuple et qui soutient une organisation qui n'est pas trop célèbre, mais lorsque je vais vous parler de ce qu'elle a fait, eh bien vous allez tous vous rappeler de ces faits d'armes. La ONG s'appelle Molad. Molad est une des campagnes, peut-être les plus réussies, qu'elle a fait, c'est sur le thème de comment la droite religieuse s'est emparée de l'éducation aux valeurs, Ken Chinuch La'arachim, dans les écoles mamlachti Israël. C'est-à-dire là, et puis elle a inventé un nom que vous connaissez, qui s'appelle la Hadata. Hadata, c'est-à-dire influence religieuse, c'est-à-dire incitation à la tradition. Vous comprenez? Donc, inciter à la tradition, encourager à la tradition, à connaître sa tradition, ça devient un péché. Et ceux qui font ingérence, pas seulement à Khan el-Ahmar, mais dans des classes d'écoles israéliennes, classes primaires, classes secondaires, peu importe, Tel Aviv, Rishon LeZion, Petah Tikva, Tveria, Beersheva, c'est la fondation Rosa Luxemburg par le truchement de l'ONG Molad et financée par le parti Die Linke de la République allemande. Et c'est qu'un exemple. C'est qu'un exemple d'ingérence. On voit que le terme Hadata, lorsque vous faites une recherche sur Google, au début des années 2000, c'était un terme inexistant, ça n'existait pas. Et puis, quand la campagne a été lancée, puis depuis, c'est un terme qui a acquis une présence fixe et durable sur la scène publique israélienne. Et ça a été fait par le financement de quelques dizaines de millions de shekels de Molad. Et il faut savoir que ces campagnes, elles sont comment dire, d'un degré de travestissement de faits invraisemblables. C'est des chiffres qui sont travestis, qui n'ont aucun rapport avec les chiffres réels, mais qui résonnent très bien dans la presse internationale et même dans la presse en Israël. Et voilà. Donc là, on peut donner encore beaucoup d'exemples pour, par exemple, politique d'immigration d'Israël, qui a les mains liées à cause des ONG qui agissent dans la matière et encore beaucoup d'autres fronts. En résumé, on voit que en Israël se passe quelque chose qui ne se passe nulle part ailleurs. Imaginez-vous que, je ne sais pas, le gouvernement israélien finance à raison de dizaines de millions d'euros le Front de libération de la Corse pour détacher la Corse de la France, qui agit pour diffamer la
République française aux yeux du monde entier, qui la présente comme un pays scélérat, etc., qui fait ingérence dans le programme d'éducation nationale, où il essaie de présenter la France comme un État barbare, sauvage, qui doit être mis au banc des nations. Et la même chose, il fait pour la Suisse, le Front de libération du Jura bernois. Et puis, il fait une campagne internationale contre les banques suisses. Et là, on n'a même pas besoin de mentir. On a juste besoin de rappeler d'où est-ce qu'elles ont acquis leur richesse. De quel argent ils se sont enrichis et pendant quelle guerre mondiale. Juste mettre en avant les expériences et les stérilisations qu'ils ont menées sur les familles tziganes dans les années 50 du XXe siècle. Ah, d'ailleurs, même chose en Suède. Imaginez-vous, qu'est-ce qui se passerait dans le monde si un État étranger faisait une telle ingérence dans la politique intérieure de ces États. Bon, je vous laisse le libre choix. Maintenant, en Israël, cela se passe. Maintenant, pourquoi cela se passe en Israël? À vous de donner la réponse, mais je voudrais donner une réponse qui pourrait nous encourager. La même réponse qui explique pourquoi la réforme judiciaire préoccupe tant la Maison-Blanche et le Downing Street, et le Quai d'Orsay et compagnie. Et le Bundestag et le Schmundestag. Parce que le retour d'Israël, et ça c'est chose intéressante, le retour d'Israël remet en cause la place qui était jusque-là acquise par le monde occidental et par le monde arabe et musulman. Et ce livre, c'est une chose de le lire chez Avraham Livni. Retour d'Israël, espoir du monde. C'est une chose de le lire chez le Rav Tzvi Yehuda Kook et chez le Rav Avraham Yitzhak Cohen Kook, dans Oroth et dans Netivot Israël, etc., etc. Mais c'est une toute autre chose de le lire dans des enquêtes de commissions, des recherches menées de manière scientifique, c'est-à-dire de le lire, de voir tout simplement des données budgétaires qui prouvent cela. Maintenant, je vous dis entre nous, pour contrecarrer tout cela, c'est beaucoup plus simple, à mon sens, qu'on oserait le croire. Nous mettre 1 milliard sur 10 ans, 100 millions sur une année, mais juste en récoltant, en prenant 100 shekels de chacun pendant 1 mois, de tous les habitants de Judée-Samarie, vous faites le compte, on récolte déjà des milliards en plus. Maintenant, vous allez me dire, oui, ce n'est pas ce qui va changer. Le tapis rouge que pose la Haute Cour de justice à toutes ces organisations antisionistes et antisémites. Nahon. Et c'est pour ça que la réforme, elle est vitale, elle est plus que nécessaire. Elle est indispensable. Elle est indispensable pour sauver le caractère juif d'Israël. Mais aussi pour promouvoir cette réforme. On peut mobiliser, on peut soutenir des organisations non gouvernementales qui sont beaucoup plus favorables au caractère juif de l'État d'Israël. Et cette pression, pour finir, elle va laisser son empreinte. Je vais donner un exemple. Mitzpe Kramim, je ne sais pas si vous connaissez, un petit yishuv qui était menacé de destruction. Pourquoi? Parce que, encore une fois, Yesh Din,
dit à essayer de trouver des Arabes et de leur faire témoigner, un faux témoignage généralement, devant la haute cour de justice. Mais la haute cour de justice, elle n'a pas besoin de preuves. Elle dit, bon, ça c'est l'Arabe, il dit ça. Maintenant, l'État, qu'est-ce que vous dites? On dit, on est contre, on est pour, peu importe. Et puis, mais elle ne demande pas de preuves. Alors, Mitzpeh Kramim, ils se sont adressés à la cour de district, à Beit Mishpat Mechozi. Et là-bas, dans ce Beit Mishpat, et puis ils disent, ben non, amenez des preuves. Vous dites que c'est à vous, amenez des preuves. Les Juifs, vous dites à vous, allez amener des preuves. Et effectivement, le Beit Mishpat Mechozi, il a dit non, c'est quelque chose qui appartient aux Juifs. Et les Juifs sont à Mitzpeh Kramim, à juste titre. Naturellement, Yesh Din ou Shalom Arshav, je ne me rappelle plus, on fait appel à la haute cour de justice. Mais la haute cour de justice, c'était déjà pas très bien vu, parce que la haute cour de justice elle-même, Chayut et Meltzer, ils ont dit qu'effectivement, dans certains cas, on pouvait actionner ce qu'on appelle Takanat Hashuk. Takanat Hashuk, c'est en gros, ça veut dire que une compensation financière et pas démolir le Yishuv. Et d'abord, bien qu'ils aient dit ça à d'autres occasions, la haute cour de justice a dit que Mitzpeh Kramim doit être démoli, mais ensuite il y a eu appel contre cet appel, et pour finir, même la haute cour de justice a dû reconnaître que Mitzpeh Kramim doit rester sur place. C'est-à-dire qu'on voit, il y a des choses sur faire lorsqu'il y a une campagne, lorsqu'il y a un changement de stratégie, lorsqu'on s'adresse d'ailleurs d'abord à une cour de district et pas immédiatement, etc. Lorsqu'on ne fait pas confiance au procureur envoyé par l'État, etc., mais on mobilise ses forces, on peut tenir tête. On doit tenir tête. Zéo, Atkan, Akafa, Aleph. תודה רבה. תודה. תודה רבה. כרגיל מרתק. Maintenant, je lis vos questions. L'Alsace-Lorraine occupée, exactement. Rendre l'Alsace-Lorraine, c'est ça, c'est ça. Il y a les Basques, les Pays Basques et compagnie, Kolkach, Medakesh, Ola, Iten Lanu, Ma Efshar, Laasot. מקווה שנתתי. התושבים היהודים הגרים בנופי פרת תומכים בהם, כן? Il y a certains, et ça aussi, il y a des choses à faire contre ça. Il y a beaucoup de choses à faire. Pourquoi la droite n'arrive pas à recevoir autant d'argent? Bon, tout d'abord, parce que là, on a parlé de gouvernement. Les gouvernements, ils sont riches. L'Allemagne, elle est riche. La Suisse, elle est riche. La Norvège, elle est riche. Donc là, il faut contrecarrer véritablement des grands pouvoirs. Mais il faut savoir que ces grands pouvoirs, ils peuvent être démunis contre une union nationale israélienne. Là, ils peuvent rien faire contre ça. Ils peuvent rien faire contre ça. Ils ont perdu espoir dans la démocratie israélienne. Je vous raconte un truc. Il y a l'ex-ambassadeur d'Israël en Afrique du Sud, qui est une personne d'extrême gauche, qui s'appelle Liel, Alon Liel, qui s'adressait aux gens de Shovrim Shtika. Et il y a une personne de Shovrim Shtika qui lui demande, mais écoute, on veut quand même parler au nom de la population israélienne. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu, l'autre? Il a répondu une chose, regarde, il a répondu une chose très intéressante. Il dit, mais mon gars, il faut que tu saches, tu as aucune légitimité en Israël. C'est lui qui le dit. Tu as la légitimité de 2% de la population. Et il est optimiste. Ata mevin?
Mais quel 2%? Les 2% des personnes les plus morales, les plus sensées, qui sont capables de voir Esrim Shana Kadima, d'anticiper ce qui va se passer dans 20 ans. Démocratia lo ne'etzeret beze sheholchim la'atzbiya. La démocratie, ce n'est pas seulement le vote. Ata rotze leshanot mashu, tu veux changer quelque chose? Lech le Moshe ve le Yosef. Teshachne oto. Va convaincre Moshe, va convaincre Yosef. C'est là que la démocratie. Sortir des frontières d'Israël, c'est tout à fait légitime. Chaque fois que je crois que la démocratie israélienne se trompe, eh bien, je peux m'adresser à Bruxelles, je peux m'adresser à La Haye, je peux m'adresser à New York. C'est ce qu'il dit. C'est ce qu'il dit. Eh bien, nous, on doit s'adresser aussi à Moshe et à Yosef. Et on doit mobiliser Moshe et Yosef. Et pour lier ça à la Parashat HaShavua, on parle là-bas des Lévites qui ont été choisis. Des Lévim qui ont été choisis par Kadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que comme le dit le Midrash, Mishe mitkarev elai, ani mitkarev elav. Celui qui s'approche de Kadosh Baruch Hu, eh bien Kadosh Baruch Hu s'approche de lui. On parle toujours des 600 000 qui n'ont pas participé au Chet HaEgel, à la faute du veau d'or, mais qui n'ont rien fait. Ils étaient là, ils étaient passifs. Ils étaient passifs. Et je vais vous dire que être passif, c'est ce qui permet à ce milliard de shekels européens d'avoir un impact. Si on était ici quelques millions d'Israéliens, pas seulement à, comment dire, se révolter en silence contre cette ingérence, mais si on prenait une position, même à notre niveau tout à fait local, au niveau de l'école de nos enfants ou de nos petits-enfants, quand elle agit de manière qui n'est pas conforme aux intérêts et aux valeurs juives. Croyez-moi, les directeurs d'école, ils sont très à l'écoute des parents. Ils ne veulent pas être critiqués des parents. Et du moment qu'il y a un programme qui est financé par la Suède ou par je ne sais pas, pour la légitimation des LGBT, TPTT, je ne sais pas trop quoi, dans les écoles israéliennes, eh bien, vous pouvez faire quelque chose à ce sujet. Vous pouvez dire non, je ne veux pas que mon enfant, il soit, etc., non, à votre risque. Je m'oppose. Je m'oppose. Et à tous les niveaux, eh bien, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que Devorah Gonen, elle doit être seule dans son action contre la Haute Cour de justice qui offre un accueil royal à ces organisations antisémites? Pourquoi est-ce qu'elle doit être seule? Pourquoi est-ce que des centaines d'autres personnes ne viennent pas à ces audiences, ne viennent pas aux commissions, ne viennent pas aux commissions de la Knesset, etc., etc. On ne donne pas, je ne sais pas, moi, ne font pas un Horat Keva pour l'organisation Bocharim Bechaim de Dvorah Gonen ou d'autres personnes qui luttent dans le même sens. Ken. כן, אני רוצה להתייחס, et le gouvernement, il a quand même des armes. Je ne comprends pas que le gouvernement, par exemple, les fonds qui arrivent ici en Israël et qui sont illégaux, c'est illégal. Pourquoi ce n'est pas arrêté? C'est pas normal. Le gouvernement est d'une faiblesse terrible à ce sujet. Je vais vous dire pourquoi. Le gouvernement a une loi qui va être passée qui limite les fondations d'organismes étrangers, qui est en train d'être passée maintenant. Suite à ce livre, suite à d'autres révélations de Gilad Har
et de Hatkan, un projet de loi qui a été soumis à la Knesset, etc., etc. Mais il faut savoir que les ONG, eh bien, elles sont perçues différemment. Et quand c'est le gouvernement qui fait une chose, eh bien, c'est un gouvernement, bon, il a ses intérêts, c'est le pouvoir, c'est ci, c'est ça. Lorsque c'est des ONG, les ONG, elles sont perçues comme les porte-paroles désintéressés d'une morale pure. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas laisser, du moment que, ah bon, maintenant on a 64 députés, regarde, on peut regarder la télé. Non, mamache, non. Il faut soutenir de la rue, il faut soutenir de la presse, il faut soutenir de partout, de la sphère publique, des positions qui nous semblent justifiées. Parce que sinon, si on va délaisser le terrain, eh bien le terrain il va être occupé par d'autres personnes soutenues par Bruxelles, par Bonn, par Berlin, et qui vont faire plier l'armée, qui vont faire plier la police, qui vont faire plier la justice, qui vont faire plier le gouvernement pour finir. On ne peut pas rester les bras croisés, pas du tout. Non, je ne dis pas qu'on doit rester passif, mais le gouvernement, c'est lui qui doit aussi prendre… Eh bien, on doit faire pression sur le gouvernement pour qu'il ne reste pas passif. Oui. D'accord? On doit aider le gouvernement à ne pas rester passif. D'accord? Tout à fait. Bêtard. Toda rabba. Je pouvais vous demander, dans toutes les manifestations qui ont lieu actuellement contre la réforme judiciaire, est-ce que les gens, c'est vrai que les manifestants sont payés, et par qui? C'est la première question. Et la deuxième question, les Israéliens qui sont dans ces organisations, Yesh Gvul, etc., est-ce que c'est des gens sincères ou c'est aussi des gens payés? Bon, la première réponse, non. Deuxième réponse, oui. C'est-à-dire, oui, ils sont payés, donc ils ne sont pas sincères. Bien sûr qu'ils ne sont pas sincères. C'est quelque chose, ils savent que c'est des fausses accusations. Ils savent que les soldats israéliens ne mettent pas à la porte une famille de Hebron pour s'installer dans son salon et voir un match de foot. Ils savent qu'on ne met pas du venin dans les puits, etc., dans les puits arabes. Ils savent, bien sûr, mais c'est des personnes pour qui la fin justifie les moyens. Et la fin, c'est quoi? Donc, ils sont persuadés malgré tout de ce qui… Oui. La fin, d'abord, c'est mettre fin à la présence juive en Judée-Samarie, mettre fin à la présence juive à Jérusalem, mettre fin à l'éducation juive en Israël, mettre fin à l'État au caractère juif, inonder Israël d'immigrants étrangers non juifs, etc., etc. Rendre le Negev verdoyant de drapeaux islamiques, et on peut continuer. Tu nous as fait un Tisha B'Av ce soir, hein? Vraiment. Toda rabba, Eliezer. Mais maintenant, donc, une des choses, c'est par exemple, veille de Yom Yerushalayim, eh bien, c'est participer au Mitzad Ad-Galim, Yerushalayim, à d'autres endroits. Pourquoi? Parce que contre la présence juive dans la vieille ville, au sud, au nord, à l'ouest, à l'est, dans tous les quartiers de Jérusalem, avec des quartiers qui sont en train de fonder, qui sont en train de s'étendre partout au travers de Jérusalem, eh bien, pour finir, c'est ce qui va faire la différence. C'est ce qui est la différence. Ils ne pourront rien faire contre 1 million de Juifs qui arrivent à Jérusalem. Il n'y a rien qui peut être fait. Toutes les fondations turques, européennes, en Jérusalem, c'est beaucoup de Turcs aussi et d'Arabes, on n'a pas parlé, ne pourront rien contre 1 million de Juifs de présence continue à Jérusalem. Rien. Yofi, on finit avec cette touche d'optimiste. Toda rabba. Merci, Eliezer. Toda Yohan, toda à tous.